Juillet 2015. Deux hommes observent la base aérienne de Getty à Brescia, en Italie. Mais ce n'étaient pas des soldats, c'étaient des aspirants membres de Daesh. Leur objectif? Voler certaines des 15 armes nucléaires américaines stockées là-bas et les ramener au califat. Heureusement, ce n'étaient que des paroles. Les hommes, dépourvus d'armes et limités à la technologie de 2015, ont été facilement arrêtés car ils n'étaient pas sophistiqués. Mais leur plan était réalisable, et c'est ça qui compte. Entre technologies récentes et anciennes, et une politique en constante évolution, les armes nucléaires américaines sont moins sûres qu'on ne le croit. La plupart des gens pensent qu'elles sont enfermées dans des endroits isolés sous haute surveillance. Et c'est vrai. Enfin, pour certaines d'entre elles. Certaines de ces armes ne sont même pas sur le sol américain, mais conservées sur 6 bases aériennes de l'OTAN dans 5 pays étrangers. Les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie et la Turquie. Pas une base d'opération clandestine dans les montagnes dont le nom est classé secret défense. Des bases aériennes situées dans certaines des zones civiles les plus densément peuplées d'Europe. La base aérienne de Büchel en Allemagne se trouve au milieu des terres agricoles. Kleinbrogel en Belgique est située près d'une autoroute, à moins d'1 mile de Pire, ce qui permet à toute personne proche de les trouver facilement. Elles sont déjà facilement accessibles si quelqu'un décidait d'agir. Mais les emplacements n'ont jamais vraiment été secrets. C'est la vulnérabilité qui l'est. C'était donc pratiquement une invitation à une énorme faille de sécurité. Et c'est exactement ce qui s'est produit en novembre 2025. Officiellement, nul n'admet, ni ne nie, la présence d'ogives nucléaires sur ces bases, mais tous savent qu'elles y sont. C'est l'un des secrets, les moins gardés d'Europe. Les images satellites dévoilent la plupart des activités, ce qu'a noté le terroriste amateur. La réponse, c'est une relique de la guerre froide que personne n'a pris la peine d'actualiser. Nous protégeons des cibles du XXIe siècle avec une mentalité des années 1960. Au moins 100 bombes B-61 sont disséminées à travers l'Europe. Chacune d'elles est assez petite pour tenir à l'arrière d'un pick-up et capable d'effacer une ville de la taille de Bruxelles en une seule détonation. Les 100 réunis pourraient tenir dans 2 conteneurs standards. Mais ce n'est pas ça le plus inquiétant. Ce sont les accords politiques obsolètes, les protocoles des bases et les problèmes de sécurité intégrés à la conception même de ces armes. Les armes nucléaires tactiques, moins puissantes, ont aussi une conception différente. Elles sont plus petites, légères et faciles à transporter. Sinon, les avions de chasse ne pourraient pas les larguer. Même si leurs verrous internes sont très avancés, leur environnement physique reste bien plus vulnérable. Parce qu'elles sont petites, portables, et cela en fait une prise de choix pour les terroristes. Les États-Unis conservent le contrôle opérationnel et doivent autoriser toute utilisation. Mais si les tirs commencent et que la situation dégénère, un pilote belge ou allemand pourrait emporter une arme nucléaire américaine vers une zone de conflit. Cela garantit que l'OTAN ne perdrait pas sa capacité de riposter avec des armes nucléaires si tous les pilotes américains étaient éliminés. Et ce n'est pas une simple hypothèse non plus. C'est la structure opérationnelle actuelle de l'OTAN. Cette doctrine fonctionne quand l'Alliance est parfaitement unie. Mais ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Si l'OTAN n'arrive même pas à être parfaitement coordonnée sur des questions qui étaient autrefois routinières, comment peut-elle sécuriser les armes nucléaires face à la menace de nouvelles tactiques et technologies émergentes? On en a déjà eu un aperçu. Dans la nuit du 19 août 2025, les autorités près de la base aérienne d'Aviano, en Italie, ont remarqué quelque chose d'étrange. En enquêtant, ils ont trouvé une femme prenant des photos et vidéos de la zone. On pensait que des agents russes explorèrent la possibilité de saboter la base qui, selon les experts en sécurité, abriterait entre 20 et 30 ogives nucléaires. Et l'incident à Aviano n'était pas un cas isolé. La même année, les bases de l'OTAN à travers l'Europe ont commencé à faire face à un autre type de menace, plus petite, moins coûteuse et beaucoup plus difficile à retracer. En novembre 2025, Kleinbrogel a reçu des visiteurs inattendus. Des drones. Les sirènes ont retenti sur toute la base. Des voitures de police étaient à leur poursuite. Des hélicoptères ont été appelés en renfort. Mais ils n'ont pas réussi à capturer les intrus, qui ont été aperçus au-dessus de la base à plusieurs reprises. Ce n'était pas un hasard. Les drones ne volaient pas selon un schéma simple. Ils avaient reçu l'ordre de cibler la base, selon le ministre belge de la Défense, Theo Franken. Une intrusion de drones a aussi eu lieu à la base aérienne de Volkelen, aux Pays-Bas. Les forces de sécurité néerlandaises ont tiré sur les intrus sans parvenir à les abattre. Ces 3 incidents majeurs étaient liés aux services de renseignement russes. Cela révèle la première grande vulnérabilité du système de partage nucléaire. Les architectes de la guerre froide ont créé ces bases pour contrer les menaces conventionnelles et nucléaires de l'Union soviétique.
Ils se focalisaient sur la situation globale et organisèrent leur défense en conséquence, négligeant les petits problèmes. Les avions ennemis étant faciles à détecter durant la guerre froide. Les drones d'aujourd'hui sont bien plus agiles. L'OTAN ne s'y était pas préparée. Franken l'a clairement dit lorsqu'il a exhorté son gouvernement à investir davantage dans les défenses anti-drones. Avec entre 10 et 20 armes nucléaires tactiques américaines sur place, c'est probablement une bonne idée. Parce que le problème n'est pas seulement que ces bases sont visibles, c'est aussi que la technologie moderne permet de les tester en permanence. Mais la technologie n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les structures derrière ces incidents sont encore plus difficiles à anticiper. L'incendie criminel à Aviano et les drones en Belgique et aux Pays-Bas sont tous des exemples de tactiques de la zone grise, des actions subversives ou trompeuses qui restent en dessous du seuil du conflit armé. Pour la Russie, utiliser des tactiques de la zone grise contre les bases permet deux choses. Cela permet de recueillir des renseignements, mais aussi de garder les troupes et l'équipement de l'OTAN en alerte maximale. C'est une guerre d'usure limitée. Cela réduit le moral, augmente les coûts d'exploitation et divise potentiellement les membres de l'Alliance sur la manière de réagir. Cela devient un test de résistance politique pour l'Alliance elle-même plutôt qu'un problème de sécurité. L'OTAN a observé les drones transformer la guerre en Azerbaïdjan et en Ukraine, et elle n'était toujours pas prête. Ce n'est pas que personne n'ait vu ces choses arriver, c'est simplement que la bureaucratie n'a pas bougé. Pendant des années, des experts en sécurité comme Hans M. Christensen de la Federation of American Scientists ont averti que les bases européennes stockant les armes nucléaires américaines, en particulier dans le cadre du programme de partage nucléaire avec l'OTAN, ne sont pas préparées à faire face aux menaces modernes. L'hypothèse derrière ces armes reste la même aujourd'hui qu'au milieu du XXe siècle. Et cette hypothèse entraîne quelques vulnérabilités supplémentaires. La première est quelque chose dont tout le monde parle. Et pourtant la réponse de l'OTAN à ce sujet est en réalité assez embarrassante. L'architecture de base de l'OTAN a été conçue bien avant que quiconque ne connaisse la guerre cybernétique. L'absence de cybersécurité de l'Alliance est une menace croissante, la situation s'aggravant chaque jour. La menace cybernétique sur les armes nucléaires américaines dans ces pays ne ressemble pas à ce qu'on voit dans les films. Il est peu probable qu'un programme malveillant les détourne. La menace ici est beaucoup plus subtile. Tellement subtile que l'Alliance ne semble même pas comprendre qu'elle doit prendre des précautions élémentaires. En mai 2021, les soldats américains chargés de la garde des B-61 utilisaient des applications de fiches de révision pour mémoriser leurs protocoles de sécurité. Ce n'étaient pas des applications militaires classifiées. Elles étaient toutes accessibles publiquement sur Internet. Alors qu'est-ce qui a été révélé ? Tout. Les fréquences de patrouille, les positions des caméras, et même quels coffres étaient des leurs. Tout cela était accessible par une simple recherche sur Google. Apparemment, personne à l'OTAN n'avait précisé à leurs troupes d'éviter ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est encore plus simple que de chercher en ligne. À l'époque, il fallait taper des expressions obscures avec les noms des bases aériennes pour trouver les fiches de révision. Aujourd'hui, les assistants IA peuvent agréger en quelques secondes des informations accessibles au public. Les images satellites commerciales sont constamment mises à jour. Les communautés de renseignement de sources ouvertes collaborent en ligne en temps réel. La barrière à la surveillance s'est effondrée, et ces bases ont été conçues pour un monde où l'information circulait plus lentement. En avril 2026, le laboratoire d'IA Anthropic a suspendu la sortie de son nouveau modèle, Claude Mythos, car il était prétendument trop performant pour trouver des failles logicielles que des hackers pourraient exploiter. La situation a poussé le Trésor américain à organiser une réunion d'urgence avec les dirigeants financiers pour discuter des risques potentiels de cybersécurité de leurs institutions. Mais l'OTAN n'a pas donné suite. En fait, sa stratégie sur l'AIA de 2024 ne mentionne même pas la cybersécurité. Lorsqu'elle évoque la minimisation de la menace posée par des acteurs hostiles utilisant l'IA, elle parle des possibilités d'une augmentation de la désinformation et de l'instrumentalisation de récits genrés. Une fuite massive de renseignements, ou une attaque de logiciels malveillants contre les bases et infrastructures critiques de l'OTAN, ne paraissait apparemment pas digne d'être évoquée. Même aujourd'hui, l'Alliance est coincée dans une logique du XXe siècle. Tout commence par l'emplacement de ses bases. Elles sont situées en plein territoire de l'OTAN, censées être alliées. Leur objectif principal est d'accueillir des avions et des armes pour atteindre ce qui était censé être les champs de bataille de l'Europe de l'Est. Personne n'a vraiment envisagé une éventuelle incursion terrestre aussi loin à l'ouest. L'endroit était difficile d'accès pour l'armée rouge, et en cas de problème à l'est, les ogives nucléaires pouvaient être évacuées par avion.
Les généraux seraient prévenus à l'avance. C'est pourquoi les commandants pensaient que des clôtures, des caméras de surveillance et des patrouilles légères suffiraient à sécuriser la base. Et ils avaient raison, du moins pendant un certain temps. En janvier 2010, un groupe de militants pacifistes belges a pénétré les défenses de Kleinbrogel. Ce n'était pas difficile à faire. Un trou dans la clôture leur a permis d'entrer. Pendant plus d'une heure, ils ont circulé dans une zone interdite et marqué un abri contenant des avions pouvant transporter des armes nucléaires. Ensuite, ils ont réussi à traverser le tarmac avant d'être arrêtés par un seul garde. Et ce n'est pas un incident isolé non plus. Le 19 juillet 2018, des militants en Allemagne ont découpé un trou dans la clôture de la base aérienne de Büchel. Ensuite, ils sont entrés dans une zone interdite, encore une fois en plein jour, et ils y sont restés plus d'une heure, tous les 18. 3 des intrus ont même grimpé sur le toit d'un bunker supposé abriter certaines des armes nucléaires. Ce ne sont là que 2 des exemples les plus extrêmes. Les bases ont été infiltrées bien plus souvent, devenant presque des hauts lieux de la désobéissance civile en Europe. Les hauts gradés de l'OTAN n'avaient pas prévu que la sécurité de la base doive gérer des troubles civils. Mais c'est là que les choses deviennent inquiétantes. Sécuriser ces bases contre la population avoisinante reste difficile, car le principal danger pour les ogives nucléaires ne vient pas des tactiques de zone grise, des drones ou d'une cyberattaque majeure. C'est la politique ordinaire, parce que les bombes ne restent plus simplement à l'intérieur des systèmes militaires désormais. Elles se trouvent au sein de sociétés démocratiques, qui remettent de plus en plus en question leur présence. Les militants qui ont pénétré à Büchel en 2018 ont été arrêtés puis relâchés sans être inculpés. Le traitement indulgent ne s'arrête pas là. À Volkelen, le 8 août 2023, 10 militants pacifistes ont pénétré sur la base, se sont rendus sur la piste, ont été arrêtés puis relâchés après s'être vus ordonner de payer une petite amende. Aucun d'entre eux ne l'a fait. Pourquoi ces personnes s'en sortent-elles si facilement ? Parce que beaucoup, même au sein des gouvernements hôtes, partagent le souhait des militants pacifistes de voir disparaître les armes nucléaires. Eux non plus ne veulent pas d'armes nucléaires américaines sur place, et ne l'ont jamais voulu. Ironiquement, c'est l'une des raisons pour lesquelles elles n'ont pas été mieux sécurisées. Les politiciens ne veulent pas renforcer la sécurité des bases, car cela les rendrait impopulaires, ou irait à l'encontre de leurs propres convictions. En juin 2008, l'US Air Force a étudié la question et a averti que la plupart des sites d'armes nucléaires en Europe ne répondaient pas aux exigences de sécurité nécessaires. Les caméras de surveillance étaient insuffisantes et les clôtures inadéquates. Les Européens n'étaient pas d'accord, et le Congrès semblait vouloir éviter un incident international plutôt que de régler les choses. Disons que c'est un acte de solidarité avec le reste de l'OTAN. Le risque que des politiciens antinucléaires essaient de gagner des voix était gérable auparavant, mais l'alliance de l'OTAN n'est plus ce qu'elle était. Pas pendant la guerre froide, pas même il y a 10 ans, vraiment. Le 16 janvier 2020, le Parlement belge a voté sur le retrait des armes nucléaires à Kleinbrogel. 66 pour le retrait, 74 contre eux. Les armes sont restées. Mais avec une marge aussi faible, le Pentagone ne peut pas vraiment être sûr que ce sera encore le cas lors du prochain vote. Et les Belges ne sont pas les seuls. Le Parlement néerlandais a adopté à plusieurs reprises des motions pour affaiblir l'accord de partage nucléaire. Après avoir demandé aux États-Unis de retirer les armes nucléaires en 2010, il a tenté de faire en sorte que le futur F-35 ne puisse pas transporter les B-61, les rendant ainsi obsolètes. Les parlementaires ont ensuite tenté de persuader le Congrès américain d'arrêter de financer les bombes sur leur sol. Et à chaque fois qu'un nouveau gouvernement allemand arrive au pouvoir, le débat reprend. Faut-il garder les armes à Büchel ou les retirer ? Ces gouvernements n'ont pas le choix. Ils doivent sans cesse remettre la question sur la table parce que les armes nucléaires américaines en Europe sont impopulaires depuis le début. En 2019, de fortes majorités en Allemagne et en Italie, et presque la moitié de la population en Belgique et aux Pays-Bas voulaient que les armes nucléaires soient retirées. Moins d'un tiers voulaient qu'elles restent. Quelques éléments ont changé récemment. La Russie a envahi l'Ukraine, donc au moins les Allemands sont devenus plus favorables aux armes nucléaires à Büchel. Presque. 52% des gens là-bas disent maintenant qu'ils sont favorables aux bombes B-60 et 1, mais rien n'est jamais garanti, étant donné la politique allemande de plus en plus divisée. Et l'hostilité envers le programme de partage nucléaire s'étend aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Les militants arrêtés puis relâchés à Büchel n'étaient pas les seuls à venir des pays européens de l'OTAN. Certains d'entre eux étaient en fait américains, et leur opinion n'était guère marginale. Un sondage YouGov de mars 2024 a révélé que la moitié des Américains souhaitent un monde sans armes nucléaires. 63% pensent qu'elles rendent le monde moins sûr.
Mais les fondements de l'OTAN qui s'érodent vont au-delà de la controverse sur les armes nucléaires. Les États-Unis ont été la force motrice derrière la création de l'OTAN. Aujourd'hui, elle commence à sembler fatiguée. Et ce n'est pas comme si Washington était totalement déraisonnable à ce sujet. L'OTAN parle beaucoup, ces derniers temps, de l'augmentation des dépenses militaires de ses membres à au moins 2% du PIB. Mais l'Amérique paie toujours près de 70% du coût militaire total. Mais la guerre en Ukraine a changé beaucoup de choses. Désormais, Washington ne peut pas retirer les armes sans être considéré comme faible et sans saper davantage les fondements de l'alliance de l'OTAN. Un retrait soudain des armes nucléaires enverrait un message. L'engagement de l'Amérique envers l'Europe et envers l'article 5 de l'OTAN est désormais très discutable. Xi Jinping y verrait aussi un signe, alors qu'il envisage une possible action militaire contre Taïwan. Ainsi, même des bases situées à côté des autoroutes en Belgique ou dans les campagnes allemandes deviennent soudainement des symboles de la volonté réelle de l'Amérique de se battre pour l'Europe. C'est ainsi que ces armes sont passées d'outils militaires à otages politiques. Pour les pays hôtes, le problème est différent. Ils ne peuvent pas dire directement aux Américains de retirer les bombes sans déstabiliser l'alliance de l'OTAN de leur côté. Il y a 10 ans, cela aurait pu être oublié après quelques tensions diplomatiques. Dire aux Américains de les retirer aujourd'hui serait une invitation à mettre fin complètement à l'engagement de l'Amérique envers l'OTAN et l'Europe. Donc, même si le public et certains politiciens dans les pays participant au partage nucléaire veulent qu'elles disparaissent, les conséquences géopolitiques de leur retrait en 2026 seraient sans doute encore pires qu'une élection perdue. C'est pourquoi la Russie tient à lancer ses opérations en zone grise contre les bases de partage nucléaire. Cela rend les gens nerveux, les accusations commencent à fuser et la relation transatlantique se détériore. Cibler les bases est une stratégie intelligente de la part de Poutine. Les bombes contribuent à maintenir l'alliance en la rendant trop importante pour échouer, mais elles représentent aussi de sérieux risques de sécurité si la situation politique dans les pays hôtes devient trop instable. Donc, personne ne sait vraiment quoi faire de ces patates chaudes de plus en plus encombrantes. Chaque violation, chaque drone, chaque fiche Quizlet, ce ne sont pas là les vrais dangers. Le vrai danger, c'est ce qui se passe lorsque le pays qui héberge vos armes nucléaires cesse d'être votre allié. La bonne nouvelle, c'est que 4 de ces 5 pays hébergeant des armes nucléaires ont été, pour la plupart, stables, du moins sur leur propre territoire. Ce ne sont pas des endroits qu'on imaginerait s'embraser d'un moment à l'autre. Si ces armes devenaient des cibles politiques, Washington serait sans doute prévenu à l'avance. Les votes publics au Parlement sont, par définition, des votes publics. Les normes démocratiques rendent les choses plus prévisibles. Mais le 5e pays hôte est très différent. Il y a environ 20 armes nucléaires tactiques sur la base aérienne d'Incirlik, dans l'est de la Turquie. C'était un emplacement idéal pendant la guerre froide. L'emplacement était à portée des bases soviétiques cruciales et restait relativement à l'abri d'une riposte immédiate. Ce n'est plus un si bon endroit aujourd'hui pour 3 raisons. Premièrement, il se trouve à moins de 70 miles de la frontière syrienne. Deuxièmement, il est bien à portée des missiles iraniens. Et l'Iran ne peut pas déjouer les intercepteurs d'Incirlik. Il peut cibler la base par d'autres moyens. En janvier 2026, des agents des services de renseignement turcs ont arrêté 6 personnes qui prévoyaient de surveiller le site. La troisième raison pour laquelle Incirlik n'est plus un si bon endroit, c'est simplement parce qu'il se trouve en Turquie, et que la Turquie devient de plus en plus le pays à part, au sein de l'OTAN. Depuis 2003, Recep Tayyip Erdogan s'est fait beaucoup d'ennemis. La politique en Turquie n'est tout simplement plus ce qu'elle était pendant la guerre froide. La Turquie et la Russie ont été ennemis pendant des siècles. La guerre froide n'a pas fait exception. Aujourd'hui, Recep Tayyip Erdogan joue habilement sur les 2 tableaux dans la guerre en Ukraine. Et en ce qui concerne la vision du monde et la philosophie de gouvernance, il a plus de points communs avec Poutine qu'avec ses soi-disant alliés de l'OTAN. Certains ont donc suggéré d'expulser la Turquie de l'OTAN. Mais Erdogan a l'ultime levier. Les armes nucléaires qui ne lui appartiennent pas, mais qui se trouvent toujours dans son pays. Soudain, ces déploiements semblent moins rassurants et deviennent des risques. Si les troubles de 2016 étaient un avertissement, imaginez la menace potentielle du gouvernement turc lui-même. Tous les ingrédients pour la pire crise d'otages du monde sont réunis, et la Turquie n'a même pas besoin de quitter l'OTAN pour que les choses deviennent catastrophiques. Les États-Unis pourraient ne pas être physiquement capables de retirer les bombes B-61 d'Incirlik. Bien qu'elles restent sous contrôle opérationnel américain, la Turquie contrôle l'espace aérien souverain et le périmètre de la base. Si Washington ordonnait un jour un retrait,
La Turquie pourrait simplement refuser aux avions de transport américains l'autorisation d'atterrir. Et ce n'est pas qu'une menace théorique. C'est ce qui s'est passé en juillet 2016, lorsque des chars ont défilé dans les rues d'Istanbul, d'Ankara et d'autres villes du pays. Des avions de chasse bombardèrent leur propre parlement. Le plus haut gradé de l'armée turque a été enlevé par ses gardes du corps. Les troupes se faisaient appeler le Conseil pour la paix dans le pays. Leur objectif ? Renverser Erdogan. Au début, il semblait qu'ils allaient y réussir. Puis, quelque chose s'est produit. Les gens sont descendus dans la rue, se sont placés devant les chars avec seulement leurs couteaux de cuisine et, aidés de militaires et policiers loyaux, ont vaincu les rebelles. Mais pas avant qu'Incirlik ne soit entraîné dans le chaos. Les opérations aériennes contre Daesh ont été suspendues. Les Turcs ont instauré une zone d'exclusion aérienne sur la base, empêchant tout retour des avions américains. La sécurité à Incirlik est passée au niveau Delta, le plus élevé possible. L'électricité a été coupée et il a fallu plusieurs jours pour la rétablir. Et surtout, le personnel américain sur place a été confiné là où il se trouvait. En d'autres termes, le gouvernement des États-Unis a perdu l'accès à ses propres ressources, y compris ses armes nucléaires. C'est à ce moment-là que toute la logique du partage nucléaire en Turquie a commencé à paraître différente. Des responsables de la défense américaine ont averti en privé que les armes sont essentiellement piégées. Les analystes craignent qu'Erdogan considère que posséder ces armes revient pratiquement à en être propriétaire. La Turquie ne détient ni n'utilise d'armes nucléaires, mais leur présence sur son sol inquiète les responsables américains, qui redoutent qu'Erdogan les considère comme Turcs. C'est un scénario cauchemardesque. Des armes nucléaires américaines protégées par un gouvernement en qui Washington a de moins en moins confiance. C'est pourquoi les experts en sécurité américains veulent depuis des années défier Erdogan et retirer les armes de Turquie, peu importe ce qu'il en pense. Si cela signifie violer un traité, qu'il en soit ainsi. Mais il y a des problèmes. Prendre une telle décision mettrait fin à l'alliance américaine avec la Turquie. Une fois le cadre du traité effondré, la confrontation n'est plus diplomatique, mais devient opérationnelle. Et si Erdogan était mis au courant, il y a des choses qu'il peut faire pour sauver la face. Il pourrait physiquement empêcher le retrait des armes afin de gagner du temps. Des pistes bloquées, empêchant les avions de décoller pendant que toute la crise se déroule en direct sur les chaînes internationales. Si la situation devient critique, les Turcs pourraient déployer des armes anti-aériennes pour signaler que les ogives nucléaires ne partiront pas. Le simple fait d'évoquer de tels scénarios montre combien la situation est instable. Parce que ces armes ont été déployées pour renforcer l'OTAN, pas pour créer la possibilité d'une crise au sein même de l'OTAN. Et même si les armes étaient retirées avec succès, ensuite quoi ? Erdogan a déjà évoqué une partie de cette possibilité en 2019. Il a déclaré qu'il refusait que la Turquie soit interdite de posséder des armes nucléaires. Donc, si Ankara venait à croire que l'Amérique ne lui faisait plus confiance pour cet accord, les dirigeants turcs pourraient décider de chercher malgré tout à se doter d'une capacité nucléaire indépendante. Après une telle crise, il y aurait une énorme pression politique en Turquie pour prouver son indépendance vis-à-vis de Washington. Les armes sont censées empêcher la prolifération nucléaire. Mais dans de mauvaises conditions politiques, l'effondrement de cet accord pourrait au contraire l'encourager. C'est à quel point la logique de la guerre froide d'origine s'est éloignée de la réalité moderne. La réponse dépend du successeur de cet homme. Erdogan dit qu'il ne prévoit pas de se représenter à l'élection de 2028, mais il y a un hic. Des sources turques affirment qu'il va choisir lui-même son successeur, qui devrait être son gendre, Selçuk Bayraktar, le parrain de la flotte de drones turcs. Cela signifie que le problème de fond ne disparaît pas non plus. Parce que lorsque vous décidez de déployer vos propres armes nucléaires dans un autre pays, vous décidez aussi de rendre votre relation avec ce pays stratégiquement indispensable. Malheureusement, certains des pays que Washington considérait comme trop importants pour échouer pendant la guerre froide sont aujourd'hui beaucoup plus compliqués politiquement. Mais les déploiements restent quand même. Le monde a changé, mais les armes non. Et chaque année, l'écart entre l'endroit où se trouvent ces bombes et l'endroit où elles étaient censées être en sécurité à l'origine s'agrandit. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour voir plus de contenu similaire, abonnez-vous et activez les notifications. Cela fait vraiment la différence. Merci encore et je vous retrouve la prochaine fois sur MapPack.